Aujourd'hui, Pierre Ninet nous raconte comment on choisit un scénario sans se planter, C'est un vrai coup de poker. pourquoi il a choisi le théâtre, Je sais pas, les rimes, je trouvais ça hyper impactant, l'alexandrin. et comment il a failli payer 25 000 € à la Comédie Française. Si tu viens pas, tu dois payer la recette de la salle. On apprend aussi qu'il est pas très bon pour trouver les répliques, Je suis mais calamiteux sur ces jeux. pourquoi la comédie c'est au moins aussi bien que le drame, mais c'est mieux quand même, J'ai pas envie de dire je vais raconter que des histoires tristes ou que des histoires qui font rire. et pourquoi il ne lit plus du tout les critiques. On fait pas le même métier, quoi, vraiment. Donc voilà, on parle avec Pierre Ninet, ça dure environ 45 minutes, c'est long, bon voilà, c'est long quoi. Au cinéma, tu as eu plusieurs petits rôles pour commencer. Je sais que un de tes premiers films, tu as été confronté à un monstre de la comédie. Tu as été confronté à Poulvord, que tu as vu jouer en vrai. Toi qui es habitué à voir des acteurs de théâtre, de le voir lui, j'imagine, beaucoup improviser, d'être une espèce de monstre devant la caméra, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'acteur? Poulvord, j'ai vraiment fait ce film, j'avais un petit rôle, mais avec le rêve de le voir travailler. Et c'était vraiment pas décevant du tout. J'ai quelque chose à vous offrir. C'est un extra lucide, quoi. C'est quelqu'un qui voit tout, qui a un œil pour croquer. Déjà, il dessine très bien. D'ailleurs, il m'a fait un dessin à l'époque que j'ai toujours chez moi. Il a un œil pour croquer les situations, les gens, et dire ce qu'il faut surtout pas dire, et qui est hilarant la plupart du temps. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air comme ça enfin, qui est assez impressionnant par sa présence, son charisme, son humour, et en même temps qui a un œil qui voit absolument tout, quoi. Il arrivait... Parfois, c'était surprenant, même, la dichotomie entre la place qu'il prenait et l'observation, la qualité d'observation qu'il avait pour imiter quelqu'un en 2 secondes. Et tout. Il emporte un plateau de cinéma avec lui, il a une énergie dingue. Et puis, la décontraction dans le jeu, peut-être ça, c'était un truc important que j'ai pu voir assez tôt, du coup. La décontraction... une décontraction phénoménale par rapport à l'enjeu cinéma qui peut paraître énorme, quoi. Et c'est toujours ça qu'il faut arriver à garder. C'est ça l'esprit assez enfantin, quoi, qu'il faut réussir à garder. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux, et en même temps, il faut arriver à garder le côté je joue, on fait comme si, moi je joue ça, toi tu fais ça, le côté très, très enfantin du principe même du jeu, quoi. Et il y a complètement ça chez Poulvord, quoi. C'est pour ça que les acteurs de comédie, je trouve, sont des acteurs impressionnants, peut-être encore plus que dans le drame, parce que dans le drame, d'une certaine manière, tu peux jouer un peu tout seul, et ça peut marcher. Il y a plein d'acteurs américains qui sont finalement connus, en tout cas c'est connu un peu des plateaux et tout, pour jouer assez seuls. Ils préparent leurs personnages, ils sont dans leur carloge, ils prennent leurs notes, leurs trucs, ils viennent, ils font leurs propositions. Toi, que tu cries ta réplique ou que tu la chuchotes, lui, il est sur ses rails, il va faire le truc qu'il a prévu. Et il y en a pour qui ça marche très bien, hein, il y a des grands acteurs comme ça. Hein. Mais en comédie, quand tu joues avec quelqu'un à deux, si t'écoutes pas la personne, c'est mort, quoi. C'est mort dans l'œuf. Tu peux pas. Et moi, mon grand plaisir de jeu, c'est jouer quand même avec les gens et qu'il y ait un ping-pong et que ça se réponde. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Quand il y a cette électricité-là, c'est magnifique. Et Poulvord était très, très, très à l'écoute, quoi. Tu voyais qu'Isabelle Carré faisait un truc différent, hop, il le chopait, il rebondissait dessus. Ça, je trouve ça génial. C'est intéressant ce que tu disais sur les acteurs de drame versus les acteurs de comédie, quand on sait que les drames sont c'est le genre le plus encensé, c'est celui qui va être récompensé, c'est celui qui va aller justement à la prestation dont tu parles, c'est celle qui va avoir l'Oscar, alors que la comédie est encore un genre assez déprécié, et même en France, alors qu'on a quand même un système, les comédies c'est un genre qui est un peu à côté. Toi, tu as trouvé ça difficile justement de trouver les bonnes comédies, d'aller vers là où tu avais envie d'aller, de défendre les comédies comme un vrai bon film et pas juste un truc pour regarder avec les potes les samedis soirs? Ouais, bon, je le dis souvent, mais je trouve que c'est un genre un peu trop sous-évalué, un peu déprécié. On dit facilement, de façon un peu snob, ah oui, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur et tout. Mais dès qu'on a une table un peu de cinéphile ou quoi, on ne défendrait pas 2 secondes Didier face à un drame ou Astérix et Cléopâtre face à un drame. Je suis très fan de Chabat, effectivement. Alors que je trouve que c'est des monuments de comédie, par exemple, ces 2 films, quoi. Et que c'est très, très dur de faire une comédie, du coup, je le dis aussi, mais c'est vrai. C'est très, très dur, quoi, de trouver le bon équilibre, proposer ça aux gens. Un drame, il y a une palette de réception du drame par le public qui est très, très large. Je veux dire, tu peux être dans une salle et dire « Ah, ça m'a intéressé, ça m'a bouleversé, je trouvais ça vraiment triste et j'ai trouvé ça... » T'as 1000 façons de réagir à un drame et on dira que le film est réussi d'une certaine manière s'il y a déjà une de ces formes de réaction. Une comédie, tu te rends compte le risque que tu prends. Tu dis aux gens, venez, je vais vous faire rire. C'est d'une violence. Déjà, prendre ce risque-là, déjà on devrait dire, bon, bah merci, et puis bonne chance, c'est super dur. Et puis ça ne mettra pas tout le monde d'accord, ça évidemment, mais je trouve que ouais, souvent on a du mal à défendre peut-être la comédie. Après, je pense que
comme effectivement, il n'y a pas de récompense vraiment de genre de festival ou qu'effectivement, c'est peut-être un peu dur parfois de défendre les comédies, bah, du coup, ça pousse pas des nouveaux auteurs qui auraient un univers de comédie à développer, peut-être dans les écoles de cinéma et tout ça. Peut-être que ça les pousse plutôt naturellement vers l'envie de travailler 2, 3, 4 ans sur un script pour faire du drame, plutôt que de faire de la comédie, ce qui est dommage parce qu'en fait, ce dont on manque, c'est des bons scénarios en comédie. C'est-à-dire des gens qui travaillent longtemps sur un scénario pour que ce soit vraiment hyper ambitieux et bien écrit. Et du coup, j'étais super content de jouer dans OSS 117 parce que pour moi, c'est quand même un monument, cette franchise on se donne beaucoup de mal en direction artistique, dans tout, pour faire des grosses conneries. Et ça, c'est très, très important, je trouve, de se donner du mal, quoi. C'est pas parce qu'on fait une comédie qu'on se dit « Oh non, mais ça va, tu vois, au combo, non, mais ça va, oh, la lumière, ouais, mais ça va, on s'en fout. » Non, faut que ce soit beau, faut que ce soit millimétré, faut que ce soit pensé, travaillé, quoi. Voilà, maintenant, c'est sûr que toutes les comédies ne sont pas réussies. Et moi-même, j'adore la comédie et je ne trouve pas souvent des scénarios qui me plaisent en comédie, même très rarement. Et en écrire? Bah, du coup, j'en écris, du coup. Ouais. Alors que j'aimerais bien écrire aussi du drame, mais c'est vrai que je suis parfois un peu en manque de jeux de comédie purs, quoi. Moi, j'adore ça, j'adore les films de Jim Carrey, j'adore Food Irene, je rêve de films comme ça, quoi. Et du coup, on est un peu tenté de les écrire avec des potes à moi, et du coup, c'est vrai que quand on développe des trucs, quand on prend un peu de temps ensemble pour écrire, on va souvent vers de la comédie ou comédie dramatique, mais c'est un peu ça qui nous manque parfois. Ouais. Ramzy nous expliquait il y a quelques semaines que pour lui, justement, parce que le côté on ne sait pas si ça marche ou pas, pour lui, le moment où il sait que ça marche, en tout cas en tant qu'acteur, c'est quand sur le plateau, ça rigole. Est-ce que toi qui viens du théâtre, c'est un truc aussi que tu as retrouvé et qui t'a rassuré de te dire ok, c'est bon, je le vois, tout le plateau rigole. Je suis d'accord avec lui. Je pense que 80% du temps, c'est un bon repère. De se dire, ok, ça fait marrer des gens sur le plateau, la maquilleuse, le chef électro et le réal, évidemment. Et nous, on sent que ça nous amuse. On sent quand il y a un truc aussi, quand même. Je pense à Five, quand on tournait, on sentait quand on n'était pas au bon endroit. Et quand on arrivait au bon endroit, bah, ça nous émoustillait et ça nous faisait marrer. On avait envie de la refaire à l'infini. Là, c'est que t'es au bon endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Très très bonne idée, mec. Qu'est-ce que tu fais? Je vais défoncer son paillasson à cet enculé. Mais mec, t'es pas sérieux là? Ah, mec, t'es 100% sincère, poteau. Mais mec, t'es un malade, t'es un gros malade. Hein. Hakuna Matata, poteau. Après, il y a des surprises vraiment de ouf, quoi. Des trucs qui te font grave marrer. Et à l'arrivée, c'est pas drôle, ou ça rit pas en salle, ou c'est coupé carrément, parce qu'en fait ça ne marche pas. Et il y a des choses, et c'est encore une fois un peu la magie du cinéma, c'est que il y a vraiment des trucs où moi j'ai fait des scènes, je me suis dit c'est hilarant, je suis allé voir au combo, c'était nul. Et pourtant on était persuadés en le faisant, les autres acteurs, moi, le réal et tout, dans le truc, et ensuite tu vas revoir et tu fais mais en fait il y a plein d'autres ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Le cadre. En fait, c'est super drôle comme ça, mais en fait, la caméra, il ne faudrait pas qu'elle soit là, il faudrait vraiment qu'elle soit là dans le regard, parce qu'en fait, c'est les yeux qui nous font marrer à ce moment-là. Le décor, en fait, à ce moment-là. Et en fait, il y a une infinité de paramètres, c'est pour ça que c'est très dur la comédie, qui fait qu'il faut que tu sois vraiment au bon endroit avec ta caméra, au bon moment, que le timing, le point de coupe, le monteur, s'il le met un peu trop loin, c'est plus drôle, en fait. Et pourquoi c'est plus drôle? Il faut redécortiquer le truc en disant en fait, attends, c'est pas drôle parce que là, ça fait pap, 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 et là, on a envie de boum, boum, boum de l'autre côté, et en fait, la musique, elle marche pas là, parce que. Et je trouve ça fascinant, moi, j'adore ça. Mais effectivement, c'est dur. Et donc, parfois, ça rit aussi sur un plateau. Et ensuite, ça ne marche pas dans le film. Aussi parce qu'il y a la scène d'avant et la scène d'après. C'est une temporalité, contrairement au théâtre, que tu ne maîtrises pas. Quand tu es au théâtre, tu es ton propre monteur, en fait. Tu sais ce que tu fais avant, tu as entendu ce qu'il y a juste avant, tu sais ce qui va venir après. Donc, tu composes avec ça. Tu es beaucoup plus ton propre monteur. Tu fais du montage au théâtre, d'une certaine manière. Je sais que quand tu vas sur un plateau, tu as déjà tout le scénario en tête, tu enregistres tout, tu sais vraiment le film par cœur. Quelle place tu laisses à l'improvisation, justement En fait, ça dépend des films, quand même. Parce que là, je tourne un film avec Nicolas Bedos et je dois jouer un mec assez paumé, assez à la ramasse au début du film et tout. Et donc, j'ai laissé un flou exprès sur certaines scènes en me disant je veux être moins précis que dans d'autres films. J'aime bien le flou qui s'installe, de plus savoir exactement... comment j'étais avant ou après. Il y a des fois, ça me sert en fait d'être dans le flou, et puis d'autres fois où je sais qu'il faut que je sois super sharp pour Boîte Noire, par exemple, qui est un film assez technique et tout. Donc ça dépend des fois. Par exemple, quand je fais France avec Ozon, déjà, il y a de l'allemand, donc je ne vais pas improviser beaucoup. Herr Doktor, ich muss mit Ihnen reden. Nein. Et puis le reste du temps, c'est quand même très écrit. OSS, ça nous arrivait d'improviser des petites phrases, mais on les avait plutôt préparées en amont. C'est-à-dire c'était sorti au cours de répète et on s'était dit, est-ce qu'on l'aimait? Mais vous n'avez plus de balles? Oui.
Mais eux ne le savent pas. Alors là, il faut valider quand même avec Jean-François Alain, qui est l'architecte et le scénariste historique de OSS. Five, plein d'impro. Vous savez, moi en fait je suis acteur, donc c'est vrai que mon corps c'est un petit peu mon outil de travail. Mais là, en regardant, je me dis pourquoi pas un jour passer le pas, un petit pétard et voir un petit peu le délire acteur studio pour essayer de comprendre en fait l'expérience surtout. La Flamme avec Jonathan Cohen, que de l'impro. Enfin, 90% de ce qui est monté, je crois que c'était pas écrit, quoi. Ouais, la thérapie par l'imitation et tout ça. Enfin, c'est vraiment des conneries qu'on invente sur le moment et qui nous font marrer et là, pour le coup, bah, on rit, donc on le refait jusqu'à ce qu'on en ait une où on rit pas, qu'on puisse monter, quoi. Avec la voix de Christian Bale dans Batman. On y va. Ça dépend du projet et du réalisateur. Il y a plein de films où j'ai rien improvisé du tout, quoi. Et tant mieux, parce que c'était pas de projet. Ouais, c'est pas frustrant pour autant. Non, non, pas du tout. Moi, j'aime bien l'impro, puis j'aime bien aussi les textes précis. Voilà, je viens du théâtre, donc pareil, quand tu joues Molière, pas trop question de sortir des rails, quoi. Non, on entend souvent que les meilleures improvisations viennent des dialogues les mieux écrits, et que quand t'as déjà des lignes magnifiques, c'est là qu'on peut le plus... Tu l'as ressenti comme ça? Franchement, non, ça dépend, parce que, respect à Jonathan, hein, je t'adore, mais La Flamme, c'était pas du Molière, et c'était juste une arène, quoi. C'était un terrain de jeu, quoi. Ouais, une fois qu'il me dit, tu joues docteur juif, et c'est un psychiatre qui a aucun diplôme, bon, bah, oui, c'était pas tant le texte que la situation, donc ça dépend. Après, je pense effectivement que, je sais pas, le dîner de con, c'est très bien écrit, et peut-être qu'ils ont improvisé des choses, c'était des situations tellement fortes aussi, et des dialogues sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. Mais je crois plus à la situation quand même. Je crois plus à l'arène et la situation qui te donne la capacité d'improviser. Je pense à Casting, à ma série Casting que j'avais fait pour Canal+. Je suis le jardinier, Moi le plombier, le mécano et le livreur de burritos. Tous les corps de métier sont réunis pour te faire ton petit cul. On a improvisé des tonnes de trucs. Mais on travaillait un peu comme au théâtre, vu qu'on venait tous du théâtre. On improvisait en amont. Et on écrivait ce qu'on improvisait. Et on le refaisait plus ou moins le jour J. C'était de l'écriture au plateau, quoi. On peut appeler ça au théâtre un peu. Oui, parce que les répétitions sont hyper importantes, j'imagine, dans les comédies. Bah voilà, et puis en France, on n'en fait pas souvent, quoi. Bah non, il n'y a pas beaucoup de répètes, quoi. Comédie, généralement, égale, c'est léger, c'est cool, ouais, sur le moment et tout. Puis en fait, bah, on n'a pas cet accessoire, c'est con, parce que là, c'était drôle s'il y avait cet accessoire. Ouais, bah non, bah faites sans, c'est dommage. Moi, je pense qu'il faut être super rigoureux, mais encore une fois, voilà, moi, j'ai grandi avec The Party, qui sont des trucs millimétriques. Même Buster Keaton et Charlie Chaplin. Buster Keaton, il a failli mourir 15 fois, et il fallait que ce soit très précis ce qu'il faisait pour pas crever sur ses cascades et tout, machin. Donc, je pense qu'il faut être précis dans la comédie, ouais. J'aime bien le fait que tu continues à faire des comédies au milieu de tes drames qui t'ont donné des Césars, où tu vas dans l'expérience vraiment de drame à fond et que d'un côté tu continues à en faire. C'est important pour toi d'y retourner de temps en temps. Ah ouais, carrément. Ouais, je pourrais pas m'en passer. J'aime trop le drame et j'aime trop la tragédie et j'aime trop la comédie. Et je me vois pas choisir un genre. Non, pas du tout. Pour moi, c'est comme un bon conteur, quoi. On est des conteurs, on est des passeurs d'histoires et j'ai pas envie de dire je vais raconter que des histoires tristes ou que des histoires qui font rire. J'imagine pas faire ça. Ouais, avec le... Alors que j'adore ce film. Le lion ne s'associe pas, et ce qu'il dit que ce serait le cafard. Non, c'est le cafard. De chocolat, Forrest Gump. C'est Truman Show? Ouais. Ah ouais. Après, tu es peut-être... Bah, bien sûr, of course. And in case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. C'est ça? C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté. Je l'ai pas. Ah ouais, ok. Je l'ai pas. Ah, génial, mais comment... Oh non, mais comment je m'en rappelle... Mais j'ai aucun souvenir qui dise ça. J'adore l'odeur du... C'est OSS, non? Oh, ah ouais, c'est Apocalypse Now? Ah, je l'ai pas. Ah ouais, magnifique. Ah non, j'aurais pas. Non, Roi des Oiseaux, je connais pas les répliques, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais j'adore ce film. Bon, bah, 1 sur 10, c'est pas mal. Il y a un truc, donc, ce que je disais tout à l'heure, que moi j'adore dans les projets que tu choisis, dans la manière dont tu les bosses, c'est la manière dont tu prends des choses où tu dois beaucoup travailler en amont. Pour France, tu as dû apprendre le violon et l'allemand. Pour Yves Saint Laurent, tu as dû apprendre un peu à dessiner.
à combattre la couture. L'Odyssée, t'as dû apprendre à plonger, et puis t'as plongé avec des requins. La boîte noire, la préparation, voilà, sauver et périr en 15 mois. Est-ce que c'est des choses qui sont nécessaires pour toi, pour t'imprégner d'un personnage? Est-ce que tu choisis un peu des films parce que tu sais qu'il y a des challenges comme ça? Moi, j'y vais pour les bonnes histoires. Donc, quand il y a une bonne histoire, même si c'est un mec en jean basket, j'y vais en fait. Non, donc je pense pas que ce soit un moteur absolu. Après, j'adore découvrir des nouveaux trucs que je connais pas, apprendre à faire des trucs que je connais pas. Je crois vraiment que naturellement, je m'oriente vers des histoires que je trouve palpitantes, drôles, qui me font réagir, quoi. Que quand je le lis, je suis ému ou que ça me dérange ou je sais pas. En tout cas, c'est plus la bonne histoire, quoi. Ça me dérangerait pas du tout demain de jouer un mec qui me ressemble énormément, de rien apprendre du tout, mais de faire un super film. C'est ça le principal. Mais est-ce que ça t'aide dans le sens où quand tu passes 6 mois en caserne et que tu prends 10 kilos de muscle, du coup, tu as une manière d'être, de marcher, d'agir qui est différente et qui du coup ressemble plus au personnage tel que tu l'imagines? Ouais, bah exactement, c'était complètement le but pour se opérer, mais pour Yves Saint Laurent aussi, de passer du temps avec des stylistes de mode, regarder énormément d'archives et tout. C'est toujours le même but, ouais, c'est de sortir un peu de soi, quoi. C'est de partir de soi toujours, mais de partir, quoi, et puis d'arriver à quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, le fait de changer physiquement, sa démarche, son poids, sa musculature, tout ça, c'est des choses qui aident à se projeter. Effectivement, tu marches plus pareil, se décaler un peu de soi. Moi, j'ai besoin de ça pour des rôles souvent où je m'isole un peu, je coupe le portable et j'essaie de trouver un autre moi-même, quoi. À quel moment t'as trouvé ce truc de là, je ne suis plus Pierre Ninet, je suis Adrien, je suis Hippolyte? À quel moment t'as réussi à te sortir de je suis mon personnage? Bah, quand j'étais enfant, comme quand on joue quand on est enfant, je pense qu'il n'y a rien de plus pur que ça. Ouais, je pense que quand on est enfant et qu'on imagine qu'on est le chevalier ou une princesse ou un pilote d'avion, quoi, je pense qu'il n'y a rien de plus pur que ce moment-là. Où vraiment, en fait, on est persuadé du truc, on ne le questionne pas, on n'est pas dans le jugement, on ne se regarde pas, on est juste dans le plaisir, quoi. Mais comment on le garde? Parce qu'en vieillissant, du coup, on perd cette naïveté. Bah non, enfin, je vous le souhaite pas. Et puis, je pense que c'est à cultiver, quoi. C'est un truc à cultiver, ce métier le cultive. Pas se perdre, quoi, mais ce métier, normalement, cultive ça. Moi, c'est pour ça que je suis bouleversé par Robin Williams, par exemple. Parce qu'il a un lien à l'enfance tellement puissant, je trouve, dans tous ses films. C'est d'une évidence. C'est un enfant, ça se voit, quoi. C'est un enfant, c'est bouleversant. Vraiment, ça paraît très cliché de dire ça, hein, mais je peux pas le dire autrement. Dans Hook, elle lui dit à un moment, quand il retourne dans le pensionnat, dans l'orphelinat auquel il a grandi, et elle lui dit, mais tu as tellement grandi, Peter, et tout. Et je trouve ça bouleversant en ce moment, parce que je vois Robin Williams, je vois ses yeux, ce mec-là qui avait un rapport à l'enfance tellement grand, et et dans Hook aussi, quand les petits lui disent, mais tu avais promis de jamais grandir. Pour moi, c'est complètement ce qui lui est arrivé, quoi. Il a grandi et il n'a pas survécu, quoi, à ça. Je pense que c'est ce rapport à l'enfance à cultiver. Je pense que tous, ils ont ça. Tom Hanks, mais en fait tous, quoi. Tous les acteurs qui nous touchent. Forcément à un endroit ou à un autre. Il y a eu des personnages où tu as eu plus de mal à rentrer dedans, justement? Ouais, bien sûr. Bah, quand ça demande plus de travail, c'est que c'est plus loin de nous ou qu'on le comprend moins. Donc, il faut travailler pour vraiment le comprendre, quoi. Lesquels? Hippolyte, c'était pas forcément le plus proche. Surtout que c'était une méthode de travail particulière, quand même, le metteur en scène. Un metteur en scène grec assez barré, intéressant, mais assez barré. Donc, fallait, voilà. Mais c'est marrant, maintenant que je les ai joués... Romain Gary, c'est un personnage tellement complexe, il fallait arriver à mettre plein de choses, et puis c'est ce qu'on a essayé de faire, mais c'était un gros scénario, il y avait beaucoup de choses, donc c'était pas forcément toujours évident. Mais oui, il y a des personnages qui te donnent plus de fil à retordre que d'autres, ouais, c'est sûr. Et on a ce cliché un peu de l'acteur qui repart avec son rôle et qui se traîne un peu comme un boulet parfois pendant plusieurs mois, qui a du mal à s'en sortir. Il y a un peu cette malédiction sur certains rôles. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà un peu, pas forcément vécu à ce point, mais que tu as déjà ressenti? Ouais, quand j'ai fait Yves Saint Laurent, j'ai passé beaucoup de temps avec ce personnage, donc ça m'a pris un peu de temps de ratterrir derrière et de me séparer vraiment totalement de ce que j'avais pris comme habitude, je pense, dans le corps, dans la voix. Donc il y a ça, et puis Boîte Noire, je pense, que j'avais grandement sous-estimé, qui est un film qui m'a vraiment épuisé, quoi, nerveusement et tout, mais c'était vraiment, tant mieux, c'était au service du film, parce que le film, je trouve, est tenu d'une manière magistrale par Yann, dans la mise en scène, l'écriture et tout, et il fallait quelque chose d'aussi entêtant que ça, et d'aussi fort. Et je suis super content de ça dans le film, mais ça m'a coûté un peu des petits points de vie, quoi. Ça m'a coûté, après le film, de me dire, waouh,
J'avais des mal de crâne pas possible derrière les yeux pendant le tournage et après, je me disais mais qu'est-ce que j'ai et tout. Et en fait, c'est un film très solitaire, très paranoïaque. Et j'avais pris en charge cette fatigue mentale et tout, et c'était super intense. Et puis j'avais passé pas mal de temps au BEA, qui est le bureau dans lequel je suis censé travailler dans ce film, auquel Mathieu Vasseur travaille. Donc le bureau qui enquête sur les crashs d'avions. Et qui existe vraiment, qui est un bureau avec des enquêteurs, des acousticiens, et donc j'ai passé pas mal de temps avec eux. J'aime bien la manière dont tu parles de quand tu joues dans des biopics, que tu ne veux pas imiter, mais que tu veux incarner. La frontière peut paraître un peu floue. Toi, comment tu fais pour, pareil, t'approprier le personnage, mais sans jamais aller dans... alors là, quand il fait, il lève un sourcil, ok, il faut que je lève un sourcil. En fait, tu passes aussi par là, en fait. Enfin, je crois, moi. Je crois que de toutes les façons, les gens, quand ils viennent voir un biopic, ça dépend du projet, hein, évidemment. Mais si c'est un biopic, on va dire, classique, où tu rejoues un personnage que tout le monde a connu, il y a une attente légitime du public à retrouver des intonations. Arrêtez de me harceler, vous, j'ai du travail maintenant. Laissez-moi tranquille. Des choses où ils vont sentir la familiarité qu'ils ont connue avec tel ou tel personnage. Donc dire « je ne veux pas du tout ressembler à ce personnage », c'est de l'hypocrisie. Quand je dis « je ne veux pas imiter, je veux incarner », je ne veux pas dire « je veux rien faire comme le gars, je veux juste sentir l'énergie ». Non, c'est pas vrai. Si moi je vais voir demain un biopic, je sais pas, sur qui... sur Sarkozy, j'ai envie de reconnaître des trucs de Sarkozy. C'est des personnages truculents, on a envie. Incarner, c'est plus genre comprendre profondément quand même le personnage que... Voilà. Donc les failles, pourquoi il en est venu à parler comme ça, avoir tel... Mais par contre, ça me dérange pas, moi, le côté, je le regarde, il lève le sourcil comme ça, tiens, c'est intéressant, c'est un truc, une marque de fabrique pour les gens et pour... L'observation et la reproduction, ça ne me dérange pas, donc on peut appeler ça imitation, mais ensuite, il faut que tu aies le fond aussi, pas que la forme, en fait. Si tu n'as que la forme, effectivement, c'est un peu une chronique chez Europe 1 où tu imites Macron, et voilà, c'est en surface, L'idée, c'est quand tu as l'occasion de faire un film et la chance de travailler plusieurs mois et tout machin, c'est d'aller le plus profond possible. Tu parlais de jouer ensemble, et je sais l'importance du collectif. Tu as fait plusieurs films où tu as doublé, des films d'animation que tu as doublé, où là, j'imagine que l'expérience est vraiment solitaire, seul devant un écran. Ouais. Et c'est difficile pour toi? Ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Après, ce qui était génial, c'était de doubler des Pixar. Bonjour, je m'appelle Fourchette. Des chais? Non, jouets. C'est quand même des chefs-d'œuvre, des trucs, même le fait de le voir avant tout le monde. Moi, je suis tellement fan de Pixar que déjà, ça me paraissait être un passe-droit extraordinaire. Donc en plus, après, on a rencontré les équipes de Pixar à Cannes et tout. Ils m'ont fait un dessin personnalisé que j'ai chez moi, que j'adore, Ils m'ont tellement fait rêver, ils me font tellement rêver, ces créateurs, ces artistes. Donc ça compensait. Voilà, j'étais tout seul, effectivement, dans un studio. C'est un peu moins pour ça que je fais ce travail. Comme la post-synchronisation des films, ce qu'on fait après les films, on refait des bouts de sons qui ne sont pas assez propres et tout. C'est jamais très fun. C'est toujours un peu dans un auditorium tout seul avec une barre, un micro à Saint-Denis, 1 an après le film. Un peu genre, OK. Mais sur un dessin animé, il y a quand même l'amusement de trouver la voix de ton personnage. Et puis là, moi, je le fais quand c'est vraiment des films que j'adore et que je trouve remarquables pour les adultes et les enfants. Donc, le Pixar, il n'y a pas mieux, Et puis pour faire la synchro, du coup, tu es obligé de te replonger dans un personnage que tu as déjà quitté depuis... Ouais, des fois très dur. Franchement, pour moi, je trouve ça dur. Quand tu es en train de tourner un autre film en même temps, on te fait revenir en studio et tu dois te remettre dans le truc, retrouver les enjeux d'une scène. Puis parfois, ils te disent, faut refaire toute la scène où tu annonces la mort de ta mère. Non, mais les gars, sérieux, ouais, si, il y a une voiture qui passe derrière, c'est pas joli, on voudrait... Ah, putain. Donc ça, parfois, c'est un peu pénible. Mais parfois aussi, tu sauves des trucs vraiment, Ouais. Des trucs où ça n'allait pas dans le jeu et tu peux sauver une prise. Ouais, ça arrive aussi. Il y a Omar Sy qui dit que lui vient de la télé avant d'aller vers le film, la comédie. Il explique que pour lui, la validation, entre guillemets, c'est passé pour lui par le César. Toi, tu as eu un autre cheminement. Est-ce que tu as ressenti que le César t'a apporté un peu ce truc de... C'est bon, j'ai choisi la bonne voie? J'aurais fait ça, même si j'avais eu aucun prix pour Yves Saint-Laurent. Ouais, j'aurais continué. Je me sentais déjà légitime parce que j'avais la chance de faire du théâtre et de faire beaucoup de petits rôles au cinéma et au théâtre. Donc, comme je dis, les petits rôles, le fait que les choses se fassent un peu crescendo, step by step et tout, ça nous forme, ça nous endurcit, ça nous permet de désirer vraiment le rôle principal qui viendra peut-être un jour, on l'espère. Donc, quand ça vient, on est juste pleinement heureux, Il y a des gens pour qui ça se fait d'un coup et c'est plus dur à gérer, je pense. Le fait est que c'était un de tes premiers grands rôles. Yves Saint-Laurent, ouais.
et que tu as été récompensé pour celui-là. Donc tu vois, il aurait pu avoir un peu ce vertige de comment je fais après, comment je vais réussir à m'en sortir, quoi. Ouais, non, mais ça a été une grande chance que la profession te dise on a aimé ce que tu as fait, c'est génial. Après, je toujours relativisé vachement les prix en me disant c'est une année, c'est cette année-là, le hasard des films qui étaient sélectionnés, des acteurs qui étaient sélectionnés fait que cette année c'est toi et c'est valable un an, après c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, faut pas se focaliser trop sur ces récompenses, quoi. Moi, quand les gens ils viennent en salle et ils ont aimé le film, c'est déjà vraiment énorme. Ça se paraît un peu cliché de dire ça, mais bon, c'est vrai. Après, les prix, ça nous fait énormément plaisir, c'est sûr, pour l'ego, pour la confirmation que tu as fait un travail intéressant et tout, c'est sûr. C'est un plus, c'est vraiment un plus. Mais DiCaprio a jamais eu d'Oscar pendant quoi, 15 piges, en faisant des films genre Shutter Island, enfin que des trucs de Barjo, je vais même pas commencer à les citer, quoi, mais... Donc tu peux relativiser en pensant à ça déjà. Tu disais que pour toi, l'important c'était que le public vienne et aime le film. T'as pas été confronté à des films qui ont été détestés par tout le monde. T'as eu un peu des critiques négatives quand tu as joué Phèdre, mais c'était pas ton jeu qui était mis en cause, c'était la mise en scène. Mais comment on réagit quand on est face à des critiques un peu plus dures? Toi qui as eu quand même la plupart du temps des critiques assez positives, mine de rien. Au début, tu le prends mal et tu le vis mal. Après, tu vois que, en fait, à chaque fois, c'est les inrocks. Donc, au bout d'un moment, tu dis, ah, c'est chelou quand même, j'ai fait vraiment des films très différents. Parfois, il n'y a pas un par hasard. Même Ozon, rien, hein, vraiment, drame, comédie. Non, mais au-delà de la vanne, tu vois que parfois aussi, il y a des lignes éditoriales chez des gens où, en fait, tu rentres pas dans leur ligne éditoriale et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Chacun fait son truc, eux, ils font leur truc, toi, tu fais ton truc. Et c'est pas grave. Donc, au début, tu le prends mal. Après, je pense que tu passes par une phase où tu relativises. Et puis dernièrement, je lis même plus. En fait, je m'en fous. Ni les bonnes, ni les mauvaises, en fait. Je lis plus trop. Je demande un peu aux attachés de presse. Je dis, c'est que ça réagit comment? Ça dit quoi, un peu, globalement? Et puis, ils te disent, en te mentant, très bien, ça se passe très, très bien. On n'a vraiment aucune mauvaise... Je regarde mon attaché de presse derrière. On n'a aucune mauvaise critique. Oui, le Monde, vaguement. Alors, tu tapes Le Monde, une bouse absolue. Ah ouais? Ah, c'est vague. Non, il y a un peu de ça, mais franchement, je suis assez fier de moi. J'ai vraiment réussi à faire un travail sur moi, de me dire, on fait pas le même métier, quoi, vraiment. Nous, on propose un truc qui est bancal à souhait, c'est-à-dire on dit, venez, on va raconter une histoire, le réal a pris 3 ans de sa vie, on met de l'argent là-dedans, on tente un truc, on essaye un truc, quoi. Et eux, ils prennent 20 minutes pour écrire un truc là-dessus. C'est pas le même métier. Voilà. Et il y a des super critiques, mauvaises, mais par ailleurs super parce que construites. Le chef-op, pourquoi cette lumière était plus intéressante dans le film d'avant, pourquoi... Ça, c'est génial, bien sûr, quand c'est construit, c'est génial. C'est de moins en moins le même travail, plus la personne, en fait, dit « j'ai pas aimé », parce que vraiment, c'est... et qu'en fait, c'est qu'un billet d'humeur. Et ça doit exister aussi, hein. Moi, je suis pas contre, hein, du tout. Tout doit pas être une critique ultra construite, en 3 pages, de façon positive. On a besoin de tout, il faut de tout, et nous, il faut qu'on puisse se dire... c'est 2 engagements très différents. Il y a les acteurs, et au sens large du terme, qui proposent quelque chose, et puis il y a les commentateurs. Et il y en a qui font très bien commentateurs. Hein. C'est pas forcément péjoratif du tout. Et puis ça t'est pas forcément arrivé, mais tu peux aussi proposer quelque chose et te rends compte à la fin que c'est pas du tout ce que tu imaginais, que le scénario rend pas autant que complètement. Tu voulais. Mais bien sûr. Un peu déçu du résultat. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais? Ouais. Pas dire les films, mais ça m'est déjà arrivé d'être... Franchement, il n'y a aucun film que j'aime pas de ma filmo, où je me dis, c'est une bouse, j'aurais jamais dû faire ça, je comprends pas comment je me suis mis dans ce truc. Ça ne m'est jamais arrivé, ça va m'arriver, c'est sûr. Ça ne m'est jamais arrivé pour le moment, je touche du bois, enfin ma tête, jamais compris, mais bon. Mais ça m'arrivera, et puis surtout, c'est normal en fait, parce que, encore une fois, le risque il est énorme. Entre ce que tu lis d'un scénario et ensuite... un film, ça se réécrit à chaque étape, quoi. Il y a le scénario, puis ensuite on le réécrit complètement au tournage, et ensuite il est encore réécrit complètement au montage. Que ça ressemble, c'est très rare en fait. Des fois, tu es surpris en mieux, des fois en moins bien, des fois c'est différent, tout aussi bien mais différent. C'est rare que tu dises exactement le scénario. C'est ça que j'avais lu, c'est la même chose. Donc en fait, le pari, il est toujours énorme, quoi. C'est un vrai coup de poker de choisir un scénario. Quand tu réaliseras ton film, chose que tu veux faire maintenant depuis quelques années, tu seras confronté à des critiques et tu les prendras sans doute d'une manière un peu différente. Ouais, j'imagine que c'est encore plus touchy quand tu as réalisé, ouais. Encore plus touchy, mais encore une fois, je les lirai peut-être pas en fait. C'est peut-être ça aussi. Ouais, j'ai des gens autour de moi un peu pour me dire un peu le ressenti, en qui j'ai confiance en vrai, qui me disent les vrais trucs. Hein. Mais
je sais pas, aller se plonger dans quel adjectif a été mis sur tel truc où toi, tu as passé 3 ans de ta vie et tout. Parfois, je le fais. Hein. Parfois, je me dis, allez, je suis assez solide pour y aller, on y va. Et puis, parfois, j'ai pas envie. Et puis, maintenant, je fais comme ça, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ta filmo, c'est la manière dont justement tu parlais de l'inédito. Tu peux faire un France qui va être aimé par une frange du public, puis faire, et avant faire un Five, et au milieu faire Boîte Noire, tu vois. J'espère que les gens qui me suivent et qui sont un public de mes films, ils savent et ils sentent que je choisis vraiment les films en me disant ça va être bien, j'ai envie de le voir au cinéma pour des raisons parfois diamétralement opposées, mais qu'il y a une sincérité dans ma démarche. Que vraiment, quand je choisis un film, c'est que je me dis c'est chambé. Quand je choisis Five, c'est pas le même public que France du tout, mais le public qui va aimer Five, je leur promets un moment vraiment de comédie, proche des comédies américaines que moi j'adore, 21 Jump Street, de trucs que j'adore, et on va lâcher les chevaux et freestyler complètement et improviser et tout. Et donc avoir une liberté qu'il y a rarement dans des comédies françaises, tout en étant un truc assez moderne, je pense, que Igor Gottesman propose. Et quand je fais France, je pense que c'est un film classique, mais qui va rester dans le temps, parce que c'est un film classique dans le bon sens du terme, vraiment. C'est avec des bases super solides et qui est un film artistiquement très beau, quoi, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est ce que j'aimerais parvenir à faire à force et à terme avec les gens, c'est lier avoir un lien de confiance, de dire si j'ai choisi ce film, c'est parce que j'y ai vu quelque chose. Parfois, je me planterai et j'en suis désolé d'avance, mais que vraiment, je pense toujours au public. Je pense toujours, moi, déjà en tant que public, est-ce que j'ai envie de voir ce film, pourquoi j'ai envie de le voir et comment il faut le faire si on veut que ce soit aussi bien que ce que j'imagine et que ce qu'on imagine. Et ensuite, quel est l'intérêt des gens à payer entre 6 et 12 euros pour aller voir ce film? Et il faut qu'il y ait un intérêt, de plus en plus. Alors, jusque-là, on a beaucoup parlé de cinéma. Je sais que tu as commencé par le théâtre. On va en parler. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu pour voir à quel point tu connais tes classiques ou pas. C'est pas du théâtre. C'est complètement du théâtre, ça. C'est pas du théâtre. C'est I Am. Tu vois? Ça, c'est du cinéma. Si j'avais essayé, je ne la fuirais pas. Bah, c'est Phèdre, non? Ouais. C'est Sartre? Non. Cicéron. Voilà, pas loin, hein. Même époque. Pas du tout. Feydeau? Ouais. Du théâtre, je dirais. La première fois que tu as ressenti le pouvoir du jeu en tant qu'acteur, devant une foule, un spectacle, ça peut être la famille, ça peut être au théâtre quand tu as 11 ans, je sais pas, à quel moment tu as compris ce que c'était qu'être acteur? Je me souviens d'être chez moi et d'avoir genre peut-être 11 ans ou 12 ans. Et un prof nous avait parlé de Phèdre et je me souviens d'avoir appris, j'étais dans ma chambre et je sais pas, j'étais fasciné par des passages de Phèdre, j'en commence à rimer, il y avait un truc à l'époque j'écoutais déjà un peu I Am, l'école du micro d'argent, qui était genre l'album de rap que j'avais dans ma chambre, que mes grandes sœurs m'avaient filé. Et je sais pas, les rimes, je trouvais ça hyper impactant, l'alexandrin. Et je me rappelle avoir appris à ce moment-là des bouts de Phèdre et avoir vraiment vécu le texte de théâtre et le fait de raconter une histoire en alexandrin et tout comme un super pouvoir, quoi. C'est quelque chose de dingue et d'ultra puissant d'arriver à faire passer des images, des émotions à un public. Et ça, c'était un peu tout seul dans ma chambre. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. Ça, je n'ai jamais joué ça c'était Ramène dans la pièce. Moi, j'ai joué Hippolyte 10 ans, 15 ans plus tard, même à la Comédie Française. Mais je me rappelle encore d'avoir ce jour-là appris ces vers-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais 11 ans, j'étais dans ma chambre, je trouvais ça cool, quoi. Ensuite, j'ai joué un truc quand j'étais au collège de Valère Novarina, qui est un auteur un peu dur d'accès parfois sur certains textes, surtout quand on a genre 12 ans, quoi. Et j'ai joué ça parce qu'on avait un super prof d'anglais qui faisait un petit stage atelier de théâtre à côté. Et ça, on a joué devant un public. C'est peut-être le premier jour où les gens riaient à ce qu'on proposait, à ce qu'on faisait. Et un monologue notamment que j'avais sur des marques, où je racontais que je portais plein de marques sur moi. Je sais pas, je pourrais retrouver ce texte. Et les gens se marraient. C'était des gens que je connaissais pas. C'était des parents, mais aussi de la famille. Je sais pas, ouais, j'ai vécu ça aussi comme un espèce de pouvoir assez incroyable, de pouvoir toucher les gens avec un texte auquel moi je comprenais à moitié rien
Et je me rappelle que ce moment, il a été décisif aussi, d'entendre les gens rire, en fait. Tu racontes que ton déclic, du coup, il vient pas comme les acteurs peuvent le raconter si souvent d'un acteur, d'un film, mais vraiment de ça et j'imagine, du coup, de prof. Ouais, moi j'aime bien en parler en plus, dans le sens où je dois vraiment énormément à quelques profs que j'ai eus et qui ont été super inspirants et qui ont compté pour moi. C'est quand même un métier de passeur extrêmement important pour bâtir une société et pour pouvoir vivre ensemble. Et je trouve que c'est un métier très difficile, professeur. Et avoir la pédagogie, la patience d'arriver à passer un savoir, à passer une passion et aussi voir chez l'autre quelle peut être justement sa passion à lui, sans que ce soit exactement la même, et faire éclore, lui donner les armes pour faire éclore quelque chose et croire, quoi. Juste croire à la possibilité d'un rêve, de vivre de quelque chose qu'on aime et tout ça. Il y a peu de profs qui le font vraiment de manière incroyable et que ceux qui arrivent à passer comme ça le truc, je trouve ça phénoménal, quoi. Je suis toujours très admiratif des professeurs et moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de théâtre incroyables qui m'ont vraiment fait entrevoir la possibilité de faire ce métier et que ce soit réel et je les remercie encore aujourd'hui, quoi, dès que je peux. Mais ça, c'est les profs au cours Florent ou c'est aussi même le prof d'anglais à 11 ans Ouais, non, le prof d'anglais qui décide de faire un atelier théâtre parce qu'il se dit que c'est bien. Évidemment, au lycée Claude Monet, où j'étais dans le 13e arrondissement à Paris, il y avait une option théâtre importante, donc on avait des intervenants qui étaient des acteurs, qui venaient nous faire des cours. Et je me rappelle encore de Vincent Debost. Il y en a eu pas mal, en fait, qui ont su avoir les mots, la bienveillance avec les élèves. Cette transmission-là, elle est capitale. Moi, j'ai eu une grande chance dans le système français d'avoir à l'école publique des professeurs géniaux, vraiment. Oui, puis il y a un peu ce truc, quand on est au collège, au lycée, le cinéma est quelque chose de très accessible, encore plus maintenant qu'avant, qu'il y a les plateformes et tout ça. Là où le théâtre, c'est quand même une certaine démarche. Si on n'a pas les parents derrière, c'est compliqué. En fait, sans les profs, sans le collège-lycée, on peut ne jamais aller au théâtre. Bien sûr, ouais. Donc c'est d'autant plus important de le mettre en avant et je trouve ça intéressant que tu en parles autant et que ce soit aussi important pour toi et que tu le véhicules autant. C'est vrai que souvent les acteurs, comme tu dis, on leur demande pourquoi vous voulez faire ça et puis très vite il y a Patrick Devers et Marlon Brando qui arrivent dans la conversation. C'est vrai, évidemment, moi c'est des acteurs que j'admire et que je trouve incroyables. Mais c'est un peu moins glamour et un peu moins fun de parler des professeurs qu'on a eus. Mais en même temps, moi c'est tellement vrai, c'est vraiment, j'en ai 5 en tête qui vraiment ont fait basculer ma vie et mon destin, ouais. Dont Lucie Berelovitch, qui a été une professeure quand j'étais au lycée Claude Monet, qui m'a engagé comme assistant. Et puis d'assistant et un désistement, j'ai eu un rôle dans la pièce. Et puis dans une pièce professionnelle qu'on jouait à Moscou, j'avais 17 ans, c'était dingue. Et elle m'a fait confiance. Et j'ai même fini par avoir le rôle principal de la pièce par un concours de circonstances improbable. Et ça c'est vraiment une histoire, encore une fois, d'école publique avec des intervenants super bien choisis qui sont déjà dans le monde réel, professionnel du théâtre. Et du coup, nous, on a eu une vraie rencontre. Donc, il y a eu Lucie Berelovitch, mais je disais, il y en a eu plein d'autres aussi. Et puis après, bien sûr, dans des cours de théâtre aussi, des bons professeurs, c'était super important, quoi. Ce premier rôle en Russie, justement, c'est la première fois que tu te retrouves devant... j'imagine un parterre qui n'est pas celui des parents d'élèves. Tu te retrouves dans un pays qui n'est pas le tien. Ouais. Toi qui commençais à apprendre à gérer ton trac, j'imagine, comment on se retrouve face à tout ça et on continue à réussir à faire? Je crois que j'avais moins le trac à l'époque que maintenant. Parce que j'étais insouciant, quoi. J'avais 17 ans, 18 ans. J'avais un trac plus raisonnable, je crois. J'étais plus raisonnable à l'époque, faut croire. Après, le trac, moi, je sais qu'au théâtre, c'est un vrai truc pour moi. C'est vraiment un vrai déplaisir, quoi. Me lever le matin et me dire « Ah là là, je joue ce soir, il y a telle personne dans la salle ». Remettre le titre en jeu tous les soirs au théâtre, je trouve ça vraiment chaud, quoi. Même avec l'expérience ? Ouais, même avec l'expérience. Peut-être que ça se calmera un moment, mais... Là, je compte y retourner au théâtre et j'essaie de relativiser, me dire ça va aller très bien et tout. Mais c'est vrai que le trac, c'est un vrai truc. À l'époque, j'ai l'imprestre, mais peut-être c'est un souvenir, une espèce de nostalgie, un souvenir un peu lointain, mais j'avais l'impression que j'avais moins à le gérer, ce trac, quand j'étais plus jeune. Quand tu fais des pièces avant ou après à la Comédie Française,
t'as des répétitions, t'as le temps de travailler ton personnage. Là, tu te retrouves à jouer un vampire, t'as très peu de temps pour le préparer. Ouais, j'ai peu de temps, mais c'était très collectif. Il y avait la moitié de l'équipe qui était russe, des chanteurs, des danseurs. Et en fait, je me suis retrouvé propulsé dans ce rôle. Alors certes, ouais, c'était effectivement un peu vertigineux. Et en même temps, j'ai embrassé ça, comme parfois quand on a 17, 18 ans et que bon, les choses se font. Et je sais pas, ça me paraissait étrange et inattendu et en même temps assez naturel. Parce que aussi, il y avait une énergie incroyable. Il y avait un metteur en scène russe à moitié fou qui s'appelle Vladimir Pankov, qui est absolument génial, mais dément, quoi, tout ce qu'on peut imaginer du cliché russe. Qui nous disait qu'il fallait qu'on crie au cosmos et tout, enfin bon, des trucs. Et ça, cette ambiance en fait, avec eux qui étaient super talentueux, des super acrobates, danseurs, chanteurs et tout, ils faisaient tout parfaitement, c'était vraiment presque une parodie tellement ils étaient forts dans tout. Il y avait une émulation et tout qui faisait qu'on a créé ce spectacle ensemble, en peu de temps certes, mais que tout paraissait naturel, quoi. Les premières pièces que tu as faites de manière professionnelle, on va dire à la Comédie Française, peut-être même avant, je sais que c'était souvent des petites phrases. Je sais que chez Fedo, tu jouais Émile, qui est quand même un perso assez secondaire. Plus secondaire, c'est vraiment t'es que dans les coulisses, quoi. Comment on continue à avoir cet appétit de la scène quand on a, j'imagine, une forme de frustration, même si on sait que c'est normal parce que c'est les débuts et qu'il faut passer par là pour ensuite pouvoir jouer Hippolyte. Comment on fait pour continuer à avoir l'envie d'aller sur scène et de ressentir peut-être encore le trac ou pas encore? Le trac, je l'avais même là-dessus, hein, ouais, surtout que c'était la première fois que je foulais les planches de la Comédie Française. Non, j'étais super frustré quand même. J'étais frustré et en même temps, si c'était à refaire, je referais peut-être quand même dans le même ordre parce que ça m'a permis vraiment de désirer avoir des rôles plus importants, de désirer être sur les planches, avoir quelque chose à défendre et du coup, le jour où c'est venu, je me sentais au bon endroit, légitime. Je questionnais pas, je me posais pas des mauvaises questions, quoi. Mais quand j'ai joué ce rôle de Émile où je disais vraiment Madame, voici Monsieur, et c'était à peu près tout pendant 80 représentations, avec un jabot de ouf. Enfin bon, bref, j'ai même pas envie de décrire, c'est surtout pas que les gens aient cherché. Le général Irigoyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, Comment on a invité le Rastaquouère? Bah oui, forcément. Arrivez donc, général. Ok, je suis en retard. C'était frustrant, c'est sûr, c'était quand même frustrant. C'était 80 représentations, je voyais des acteurs de ouf, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter dans le bain avec eux. Mais après, j'arrivais à sous-peser la chance quand même que j'avais d'être rentré à la Comédie Française. Donc j'étais avec mon colocataire de loge, parce qu'on partage des loges quand on est pensionnaire à la Comédie Française. Et j'étais avec Jérémy Lopez, qui est un acteur dément, qui est toujours au Français d'ailleurs. Et lui aussi, il avait un petit rôle dans la pièce, et on rongeait notre frein le soir dans la loge en disant « Putain, mais c'est pas vrai, il faut qu'on... » Mais c'était une impatience, je pense, naturelle en même temps, quoi. On avait envie de jouer. Mais c'était génial quand même de le voir travailler. Jérôme Deschamps, qui a donc créé Les Deschiens et tout, qui montait cette pièce, ce Fedo, le fil à la patte. Et donc on voyait travailler des grands acteurs, quoi. Hervé Pierre, qui est un acteur incroyable, et Christian Eck, qui avait un des rôles principaux et qui a eu le Molière du meilleur acteur pour ça. Et le voir créer des gags en répétition, c'était comme voir De Funès travailler. C'est vraiment de ce niveau-là. Il y a ce truc... J'imagine que le trac que tu as sur scène et du fait que tu as commencé à jouer au cinéma aussi à cette époque-là et que si tu rates une scène, tu la refais, alors que sur scène, non. Tu as des souvenirs de toi sur scène face à une erreur et te dire qu'est-ce que je fais là? Ouais, ça m'est arrivé, des petits oublis de texte où il faut bricoler le truc et tout. J'ai pas eu le trou... J'avais très peur de ça sur Phèdre, justement, parce que j'ouvrais la pièce, je jouais Hippolyte, donc j'ouvre la pièce. Et il y avait le truc vraiment vertigineux de dire les premiers alexandrins et savoir qu'il y en a 250 derrière et te dire mais comment je vais aller au bout. C'était vraiment, j'avais l'impression de faire un saut dans le vide énorme. C'est la première fois que j'avais un rôle aussi important dans une tragédie en alexandrin et tout. Et ça, je me rappelle que les premiers mots, je me dis oh là 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 là. L'innocence, enfin, n'a rien à redouter. Et heureusement, jamais aucun trou n'est venu. Un jour, j'ai rafistolé des alexandrins. Je ne sais même pas comment mon cerveau a réussi à calculer ça. C'est-à-dire que j'en ai loupé 1, 2, 3. Donc 3, en fait, t'es un peu foutu parce que ça rime plus. Donc il faut vite penser à une rime dans un espèce d'alexandrin reconstruit par ton cerveau à la dernière minute. T'as l'impression que le truc se met sous tes pieds. Donc ça, je me rappelle m'être fait une frayeur un soir. Je pense un petit coup de fatigue et le texte est parti, je sais pas comment. Et sinon c'était pas des trucs de texte. Sinon, j'ai déjà eu des trucs où il faut vite improviser, notamment dans Un chapeau de paille d'Italie, où je vous le donne en mille, j'avais oublié le chapeau de paille d'Italie sur les dernières scènes. Toi, qui connais les hussards de la garde, garde-toi. Qui les connaît, les hussards de la garde, garde-toi. Qui...
comment j'ai fait ça? Je sais plus, mais il était censé être dans ma poche et je sais pas ce que j'ai foutu à la table des accessoires en coulisses. J'ai dû être diverti par quelqu'un qui m'a parlé et tout. J'ai oublié le chapeau et je suis allé en scène. Et c'est vraiment, vous aurez bien compris, le cœur de l'histoire. C'est-à-dire que si tu ne sors pas le chapeau de paille d'Italie à ce moment-là, enfin un bout du chapeau de paille d'Italie, la pièce n'a plus aucun sens. Et du coup, je me rappelle avoir regardé mon partenaire, avoir fait ça et m'être dit, waouh, avoir compris tout de suite la catastrophe, le silence assourdissant autour de toi et me dire... Je regarde mon partenaire, on se regarde dans les yeux, il y a un flottement et je fais genre « Attendez, je reviens » et tout, en mauvaise impro, horrible, en mauvais histrion. Et d'aller en coulisses et genre courir, mais comme j'ai jamais couru dans ma vie, jusqu'à la table, pousser tout le monde par toi, prendre le truc, revenir « il est là !» Ça n'a aucun sens, pourquoi il était... Bon, bref. Et ça, il y en a eu 2-3 des trucs comme ça. Mais bon, après, t'en rigoles quand c'est pas si grave comme ça. Non, une fois, je me suis pas réveillé. Ça, c'était une catastrophe. Une fois, en fait, j'ai zappé que je jouais à 14h et je suis sorti avec des potes et je suis rentré à 7h du mat. Et je ne sais par quel miracle, à genre 13h55, je me réveille. Mais je ne sais même pas pourquoi. Je suis chez moi et je me réveille. Bon, comme vous pouvez imaginer, quoi, le lendemain de soirée, je suis pas bien et tout, machin. Je check mon portable juste voir l'heure qu'il est. Je vois à 13h55, je dis, vas-y, je vais dormir un peu plus. 76 appels manqués, ouais, je vais dormir un peu. 76 appels manqués? Qu'est-ce que ce bordel? Qui m'a appelé comme ça? Comédie Française, 76 fois. Tout le sang, je me vide mon sang, je pense, mais ma tête à ce moment-là, je fais genre, oh putain. Là, je prends mon portable, j'enfile un jean, genre en vitesse, un t-shirt, et je pars dans la rue et je me mets à courir, genre je ferme même pas chez moi, et je cours et je veux trouver mon scooter. Mon scooter n'est pas là, c'est vraiment « Eh mec, elle est où ma caisse ?» Mon scooter n'est pas là, et je ne sais plus où il est. Donc je me mets à courir en me disant « Ça va me revenir en cours de chemin ». Et je cours et tout, et je les appelle, et ils me disent « C'est une catastrophe, qu'est-ce que tu fais? Il y a 800 personnes dans la salle, tout le monde t'attend, et tout machin. » Et j'arrive, et tous ont joué un Marivaux. Et c'est moi qui ouvrais la pièce, évidemment. Et je cours au point, tu sais, où tu cours, et ça... T'as l'impression d'avoir du sang dans la gorge, tellement ton corps n'était pas prêt à courir, et tu cours de toutes tes forces, je transpirais. Je crois qu'au bout d'un moment, je me rappelle où est mon scooter, j'arrive à l'attraper, je vais là-bas, j'arrive avec genre un quart d'heure de retard, donc quand même un quart d'heure dans la salle, les gens, même peut-être 20 minutes, de 800 personnes qui attendent, quoi. Et finalement, ils m'ont attendu, on a joué, je me suis pris un gros blâme et tout machin. Et en fait, si tu viens pas, tu dois payer la recette de la salle, qui est autour de, je sais pas, je crois 25 000 €, un truc comme ça. Tu dois payer la recette, quoi. Il y a des gens à qui c'est arrivé. Et là, je sais plus s'ils m'avaient déduit un truc de mon salaire, c'est même possible. Hein. Je me rappelle plus, je me suis senti déjà chanceux d'arriver à peu près dans des horaires horribles, mais quand même gérables. Et j'ai joué, quoi. J'ai enfilé le costume en 1 seconde et j'ai joué. Ouais. Ça, c'était une grosse frayeur que je m'étais faite. J'ai vu une interview de toi où tu disais qu'une des choses qui t'a aidé en sur-scène, peut-être pas à avoir le trac vu que tu disais que tu l'avais de plus en plus, mais en tout cas qui t'a décoincé, c'était de réaliser que tu n'avais pas à avoir peur du ridicule. Je crois que j'ai toujours un peu eu ce truc-là parce que j'ai grandi avec vraiment des films que j'adorais, que j'ai adoré immédiatement, genre de Chaplin, Buster Keaton. Et pour moi, c'est justement l'art de jouer du ridicule et d'en faire quelque chose de sublime. Plus tard, les frères Cohen, Big Lebowski et tout. Good night, sweet prince. J'ai toujours eu cette notion-là que le ridicule peut flirter avec le génial et que même la médiocrité peut flirter avec le génial. Donc, je sais pas, assez tôt, en fait, j'ai eu ce truc-là en moi. Je pense que Chaplin, ça a beaucoup joué. Et Buster Keaton, et Peter Sellers, The Party et tout. L'idée que le ridicule, c'est génial. Donc, en fait, ça, en cours de théâtre, quand t'as peur qu'il y a des meufs que t'aimes bien en cours de théâtre, que tout est gênant parce que t'es adolescent et que tout est gênant. Bah, avoir ça, déjà vu ces films-là, être imprégné un peu de ça, ça m'a vachement aidé. Après, il y a eu Didier avec Alain Chabat, aussi, que je trouvais vraiment poétique et magique et drôle, tout en jouant un chien, quoi. Oh, Didier. Ouais. Tout ça, ça m'a aidé à me dire, bah vas-y, c'est ridicule, c'est pas grave, il en sortira peut-être quelque chose de bien au bout du tunnel, et donc oser tenter des choses. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est dégueulasse, mais bon. Et voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci.
Thank you.